l'histoire, c'est 109 auteurs venus de 27 pays. C'est 3 millions de signes. Donc c'est un travail colossal. Et on va en parler ce soir donc, avec Patrick Boucheron, que vous connaissez, qui est prof au Collège de France. Jusque-là, j'ai bon. Auteur de très nombreux livres sur le Moyen-Âge, mon favori étant Conjurer la peur sur la fresque du bon gouvernement à Sienne et aussi Prendre date sur les attentats, etc. Et donc l'histoire mondiale de la France, qui a causé une grosse polémique. Et Jacob Vogel, vous êtes l'architecte, on peut dire ça comme ça, maître. Non, on peut pas. L'architecte, oui. De la troisième partie. De la troisième partie, peut-être. Voilà. D'accord. Et vous êtes titulaire de la chaire d'histoire européenne à Sciences Po. Je vais peut-être commencer justement avec vous pour comprendre un peu comment ce livre s'articule. Il est autour de 3 grandes parties qui font chacune, qui sont toutes les deux avec moult subdivisions, les présences du passé, les Europes et donc les mémoires mondes, qui est la partie qui vous a plus particulièrement intéressé. Comment est-ce qu'on aborde la question d'écrire le récit européen en sachant que ce livre n'est pas un récit chronologique? Vous avez fait imploser ça. Votre éditrice m'a dit qu'en fait le projet était né après les élections de 2014. On se disait peut-être faire quelque chose sur les lieux de mémoire et en fait vous avez été rattrapé par l'ambition et les contributeurs. Vous avez voulu faire quelque chose de beaucoup plus vaste. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'archéologie du projet? Bon, tout d'abord, il faudrait dire que c'est vraiment au départ un projet d'éditeur. C'est les Arènes qui avaient l'idée donc de relancer les historiens, en quelque sorte à réfléchir sur, comme vous avez dit, sur... Je vais mettre un peu plus près. Encore réfléchir sur les mémoires européennes au sens large. Et ils ont approché, tout d'abord moi-même, mais je les aiguillais après vers des collègues, Étienne François et Thomas Serrier, qui avaient déjà en quelque sorte préparé un projet et mûrissent là depuis un moment, notamment à partir de la réflexion autour de la question comment transposer les lieux de mémoire de Pianura à un niveau européen. Et donc, comme vous avez dit, aussi en cours du projet, on s'est rendu compte que la notion de lieu de mémoire était peut-être trop étroite, aussi, et nous amènerait trop vers certaines, ou à refaire peut-être un peu la même sorte d'inventaire que Pianura a fait pour la France, et chercher à faire la même chose pour l'Europe. Or, déjà, bon, on peut discuter très longuement s'il ne faut pas ouvrir aussi ou réouvrir le chantier des liés de mémoire de la France, en quelque sorte un peu les livres que Patrick a dirigés et aussi une contribution à une telle archéologie, mais de façon différente. Donc, bien sûr, ce débat est toujours là. Mais sur l'Europe, c'est clair qu'on ne pourrait pas arriver à quelque chose qui pourrait prétendre à être plus ou moins une somme ou une encyclopédie des mémoires européennes. Et c'est pourquoi donc, on a plutôt opté pour quelque chose qui soit plus ouvert, et même si ça pèse à la fin 2,5 kg, je crois que les pistes qu'on ouvre sont multiples, donc qui ne veulent pas du tout fermer les sujets, mais plutôt montrer à quel point c'est un défi très intéressant pour les historiens de poursuivre ainsi à partir de certaines entrées, à partir de certaines thématiques, poursuivre la question à quel point notre présent aujourd'hui est dominé par un passé européen, et un passé européen qui n'est pas forcément uni et unitaire, pas pareil pour tout le monde. Je dis toujours, c'est pas la même chose si on écrit l'histoire de l'Europe, si on l'écrit à Helsinki ou à Lisbonne. Et bien sûr, il faut réfléchir à chaque fois de façon nouveau sur un sujet. Et donc, à partir de ce livre-là, on a voulu donner des pistes, ouvrir
un débat, montrer à quel point c'est important justement de parler de cette dimension européenne et ne pas rester enfermé dans un débat plutôt problématique, stérile, sur une identité nationale. Et ainsi, on rejoint en fait tout à fait aussi ces moments historiographiques où l'histoire s'est ouverte, où l'histoire cherche à écrire plutôt une histoire transnationale, ou bien à ouvrir des pistes d'une histoire globale. Donc je crois que c'est très important de voir cela et dire que les livres qu'on a donc organisés en 3 parties, que vous avez mentionné, ces 3 parties là non plus ne veulent pas du tout clore le débat, et à un moment ou à un autre on avait réfléchi si on ne pouvait pas même continuer avec une sorte de blog ou avec un autre projet qui suivrait ça pour montrer toutes les thématiques qu'il manque encore dans les livres et que on peut découvrir par cela. Ça ne veut pas dire que le livre donne déjà pas suffisamment de choses. Si, non, mais votre éditrice a compris qu'il fallait un tome 2 d'ici 2020 avec à peu près la même somme. Encore un mot sur des généralités, après on prendra évidemment quelques exemples précis, mais sur la méthode, c'est très compliqué évidemment, puisqu'il y a des contributeurs de 27 pays, de trouver le bon chercheur avec le bon point de vue pour raconter une bonne histoire. Si on prend un Français pour raconter Napoléon, il ne va pas raconter la même chose que si c'était un Anglais ou un Polonais, etc. Là, si je prends quelques exemples du livre, il y a Yalta qui a été écrit par un Polonais, il y a un article qui était compliqué sur les génocides, je crois que c'était un Hongrois qui devait écrire à la base et c'était pas forcément une idée parfaite. Il y a eu un article sur les croisades écrit par Alessandro Barbero, etc. etc. Comment est-ce qu'on arrive à cette question de la neutralité quand on fait le casting ? On a non plus voulu faire quelque chose qui soit neutre. Et on le voit quand on lit les livres. Alors, il y a des façons différentes à aborder les sujets, aborder la question européenne. Il y a des pro-européens convaincus qui pro-européens pour le projet politique européen. Et ça, c'est aussi une dimension qui est très importante pour nous, parce qu'on veut dire que les livres n'est pas du tout voulu être une sorte de Bible qui légitimera les projets de Bruxelles, mais plutôt donc un kaléidoscope qui donne à voir aussi des multiples façons comment les différents auteurs abordent les questions de la mémoire européenne. Et pour répondre la question aussi sur les Polonais qui travaillent sur la Shoah ou les Hongrois, c'est pas une question de nationalité de l'auteur, c'est plutôt la question comment l'auteur, et il pourrait être français aussi, qui aura des problèmes à écrire ce genre d'articles. Ce qu'on a voulu trouver, ce sont des auteurs qui partagent en quelque sorte une expérience européenne et donc qui regardent leur thématique pas d'un œil national. Après, c'est impossible de dire aussi, comme je le disais tout à l'heure, avoir tout en même temps, avoir quelqu'un qui intègre aussi bien la vision finlandaise que portugaise dans un seul article. Mais faire un maximum, un effort pour sortir, disons, du cadre habituel d'un récit national, c'était ça notre exigence. Et je crois que c'est plutôt réussi quand on lit les différents articles. Ça l'est surtout, c'est un livre qui a beaucoup de souffle et qui donne envie d'aller dans le sens de davantage de dialogue entre les 27. Or, comme c'est pas vraiment ce qui prédomine dans le discours politique actuel, c'est plutôt réjouissant de ce point de vue-là. Et je dirais même plus que 27, parce qu'il y a d'autres Européens qui ne font pas partie de l'Union européenne. Et bon, peut-être on abordera ça tout à l'heure encore aussi. Il y a beaucoup des questions, notamment aussi politiques, sur l'intégration d'un tel ou tel pays dans l'Union européenne. Mais pour nous, ou bien avec le Brexit aussi, la question de la sortie même de l'Union européenne,
Mais ce qui nous importe là-dedans, c'est que, par exemple, en Grande-Bretagne, dans la discussion autour du Brexit, même ceux qui se sont exprimés contre le modèle bruxellois, ils ont toujours dit on ne sort pas de l'Europe, et donc on partage toujours aussi cet héritage européen, et c'est ça qu'on voulait mettre en avant, que malgré certaines divergences politiques, et c'est normal qu'un débat politique s'est fait autour des questions qui sont aussi cruciales que celles d'une Europe sociale ou une Europe qui accueille des migrants, qu'il y a malgré ces discussions autour des questions politiques contemporaines, il y a donc, quand on regarde l'histoire, beaucoup d'éléments qui sont très importants à prendre en compte quand on veut parler de l'histoire. Et justement, et pour ça, peut-être pour faire un peu la jonction aussi, c'était aussi dans cette optique-là, quand on a délibérément choisi ces entrées aussi pour contribuer à un débat sur la nation, en quelque sorte aussi, très franco-français, qui était pendant très longtemps donc dominé par certains auteurs, et donc en quelque sorte, même si c'est pas adressé de manière ouverte, parce qu'on n'est pas on n'a pas fait un livre polémique pour ça, mais je crois que c'est très important de rappeler donc ces dimensions européennes qui vont bien au-delà des questions politiques concrètes. Merci beaucoup. Peut-être Patrick Boucheron, je vous ai vu beaucoup abonder au propos de Jacob Vogel, ce qui est plutôt rassurant, enfin énervant si je veux une controverse, mais rassurant quant au contenu du livre. Vous qui êtes un spécialiste aussi du décentrement, parce que votre histoire mondiale de la France, l'idée c'était de prendre un peu le contre-pied d'une certaine école. Quel regard vous portez sur la construction de Europa, notre histoire ? J'y reconnais d'abord une contemporanéité avec nos inquiétudes, les enjeux, les engagements qui nous sont communs. Le fait qu'il nous faut bien aujourd'hui faire récit de la dispersion, que le nationalisme méthodologique n'a plus cours. C'est un fait, on peut le constater, mais on le constate, je dirais, depuis un espace savant, un espace académique. Le nationalisme méthodologique n'a plus cours. Ça veut dire que normalement, si on fait correctement son métier, si on se souvient que les historiennes et les historiens ne sont pas obligés par je ne sais quelle neutralité, mais ce qui les oblige, c'est la probité de leur métier, c'est-à-dire que ce vers quoi ils doivent tendre, c'est une forme de sincérité méthodologique vis-à-vis de leurs sources. Normalement, aujourd'hui, il n'y a plus de différence, il ne devrait plus y en avoir, en tout cas, entre un Napoléon écrit par un Polonais, un Allemand ou un Anglais, parce que nous savons que c'est le même, que le vainqueur d'Austerlitz est le vaincu de Waterloo. Et lorsque, dans l'édition française, je sais pas, par exemple, on traduit la biographie de Migliori, c'est-à-dire le grand spécialiste napolitain de Napoléon, on se rend compte, et c'est plutôt rassurant, que c'est le même. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même rappeler, même si ça ne sert à rien, au fond, de le dire d'une manière véhémente et péremptoire, parce que je viens de dire, le nationalisme méthodologique n'a plus cours, mais ce n'est pas pour cela que les librairies ne vont pas, dans un avenir proche, ça je peux vous le garantir, se regarnir d'ouvrages patriotiques, réassurants, réaffermissant une histoire nationale strictement identifiée à l'Hexagone. Voilà, on va avoir par retour de bâton fleurir bien des histoires de France, et c'est inévitable. Ce que je veux dire, c'est que je vous entendais, et d'une certaine manière, deux réflexions me viennent. La première, c'est que, évidemment, vous disiez les lieux de mémoire. C'est très intéressant, au fond, cet héritage qui est nôtre, hein, qui est commun. Les lieux de mémoire est une entreprise éditoriale que Pierre Nora a souhaité au départ, dans les années 80, au début des années 80, comme un adieu
au nationalisme méthodologique. C'était une manière de prendre congé un peu dignement et avec toutes les formes savantes requises de cette histoire nationale qui était en train d'échapper. C'était une œuvre de déconstruction. Et puis, d'une certaine manière, c'est la fatalité de toute œuvre de déconstruction, c'est qu'elle finit par construire quelque chose. Et qu'une fois qu'on l'a bien disposé, on se retourne et on voit que ça ressemble à quelque chose. Et l'histoire, les lieux de mémoire qui étaient au fond aujourd'hui, qui étaient pensés au départ comme un adieu à l'histoire de France, est devenu l'histoire de France dont nous avions besoin. C'est-à-dire un kaléidoscope, effectivement, qui n'était plus organisé de manière chronologique, qui avait une forme de diversité, une forme d'ouverture. Alors aujourd'hui, effectivement, on pourrait faire autrement. Mais à ce moment-là, il faut reconnaître que c'était ce que les historiennes et les historiens, et les meilleurs, en fait, pouvaient avoir, au fond, en tête d'une histoire qui n'était pas une histoire nationale, mais qui, d'une certaine manière, construisait la mémoire comme objet de l'histoire. C'est un peu la même chose dans Europa, notre histoire. C'est un livre qui, et c'est tout à fait frappant, commence par ses séquelles, blessures. Tel est le premier sous-chapitre. Et effectivement, on rentre dans cette histoire par ce qui la rend difficilement partageable. De même qu'on ne se débarrasse pas si aisément du national, qu'une œuvre de déconstruction finit toujours inévitablement par construire quelque chose auquel son architecte finit par croire, comme étant finalement voilà, une œuvre qui a sa cohérence. De même, la question de l'histoire européenne est peut-être encore aujourd'hui celle que posait, par exemple, une précédente initiative éditoriale autour de Jacques Le Goff, de plusieurs éditeurs européens, qui se nommait « Faire l'Europe ». Et ça, c'est très intéressant, « Faire l'Europe ». Est-ce que c'est encore votre objectif? Et dans ce cas-là, effectivement, on peut dire que, eh bien, on est toujours dans une histoire qui ne se contente pas de décrire, mais qui entend rassembler. Et de ce point de vue-là, évidemment, on va aller vers des difficultés parce que on pourra toujours vous opposer, je dirais, une conception plus indéfectible critique ou émancipatrice d'une histoire qui ne construit pas plus la nation française ou allemande qu'elle ne construit l'Europe. Alors, est-ce qu'il s'agissait quand même, malgré tout, et si c'est le cas, c'est une ambition politique qui en partage, enfin, qu'on peut accepter, est-ce qu'il s'agit toujours de faire l'Europe? Il y a comme c'est pour vous, ça. On va parler de Vinci après. Merci pour cette belle question qui est tout à fait remarquable dans le sens qu'elle nous lie à une œuvre majeure de Jacques Le Goff et une série éditoriale qui était publiée au début des années 2000 par, je crois, 5 grandes maisons d'édition européennes, le Seuil, Beck en Allemagne, je crois la Terza, Basil Black en Grande-Bretagne, et j'ai oublié les autres, et qui a donné vraiment des importants livres aussi qui ont fait date. Avec ces beaux titres, faire l'Europe. Moi je crois, au moins, mais là aussi peut-être les points de vue des différents participants divergent, et ça fait, j'espère, et je crois aussi un peu la richesse de notre démarche. Moi je dirais pas que notre but c'est faire l'Europe. Moi je serais beaucoup plus prudent et je serais plutôt au niveau des historiens, c'est-à-dire c'est lui
qui cherche surtout, ou d'abord, à faire un bilan, qui l'a, faire un bilan de ces croisements et cet entrelacement des mémoires en Europe, mais aussi de l'Europe avec le reste du monde, pour montrer pas une unité à faire ou à créer, mais une unité créée par l'histoire qui est là et qui ne veut pas forcément dire que ça nous montre une direction politique à venir pour ou contre Bruxelles, mais qui en quelque sorte montre donc que contrairement à ce que beaucoup d'autres livres ont prétendu, la prééminence du national n'est pas du tout une fatalité. Quand on regarde, quand on déplace le regard, on voit aussi donc cette importance du lien européen. Et ces différentes histoires qu'on décrit ici, des croisades jusqu'aux autres sujets, montrent à mes yeux à quel point donc il y a cette sorte de confluence des mémoires en Europe, avec un regard d'historien aussi qui montre aussi les limites d'une telle démarche, les limites pas simplement par la perspective nationale, mais aussi les limites dans les divergences. C'est toute la deuxième partie du livre qui s'adresse à cela, et donc qui cherche à faire ces bilans, ces tableaux plus généraux, et déjà lire là-dedans nous montre que c'est peut-être pas faire l'Europe ou faire une certaine Europe avec une idée derrière, mais c'est mettre dans une présence européenne pour prendre peut-être une telle image qui est bien réelle et bien là, bien multiple et très intéressant parce que multicolore et montrant plein donc des différents fils aussi où on peut coudre après ou tisser des nouveaux tableaux. Voilà un peu ce que je dirais là-dessus. Merci. Patrick Boucheron, on peut raconter une histoire de France de façon très simple, de Clovis à De Gaulle, en se contentant d'énumérer des grands personnages et en faisant correspondre quelques dates. Là, le chapitre sur les héros et les âmes damnées n'occupe qu'une des 10 sous-sections, et c'est là-dedans que vous êtes, avec Vinci et Vitruve. Alors, d'abord, est-ce que ça vous surprend qu'il n'y ait pas plus de héros européens? Il n'y a pas énormément de noms propres qui dominent. Et ensuite, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être là-dedans? Puis après, quelques mots sur le symbole de Léonard de Vinci. Je remarque d'ailleurs qu'on nous reproche beaucoup moins à une histoire de l'Europe de manquer de noms propres qu'à une histoire de France, fût-elle mondiale. C'est-à-dire que le livre est moins aisément vulnérable à partir de son index, ce qui prouve bien effectivement que dans un cas, on attend encore que certains historiens fassent l'Europe, et que dans l'autre cas, on craigne qu'ils défassent la France. Et d'ailleurs avec la même solution narrative, qui est celle, je le répète, de... j'allais dire des fictions réparatrices, qui est une des choses dont on discute aujourd'hui, notamment en littérature, en quoi, au fond, la littérature peut-elle, vous le savez, réparer le monde. C'est la dernière idée à la mode, et je remarque d'ailleurs que dans Europa, notre histoire, si l'on suit les premiers groupements de chapitres, après blessure vient récit. Et donc, il s'agit bien de faire récit de notre difficulté à construire du commun. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'une des manières les plus évidentes, les plus iconiques, les plus anciennes de faire récit, c'est de s'en remettre à
l'aura des images. Il y a un très, très beau chapitre de Bredekamp sur l'aura de l'image dans Europa, notre histoire. Et d'une certaine manière, on se trompe en parlant de roman national, ou de roman européen, ou de roman mondialiste. C'est jamais un roman, c'est toujours un livre d'images. C'est toujours une chronique imagée, et vous parliez effectivement de vignettes, vous parliez de clichés. Clovis, Reims, De Gaulle, etc. Dès qu'on doit parler d'autre chose que d'images, en fait, on dit qu'on veut des récits, des romans, mais en réalité, on veut toujours des images. Alors, il y en a peu, effectivement. Il n'y en a même pas. Et il y a peu d'incarnation. Alors, pourquoi Léonard de Vinci ? Il n'y a pas de visage sur les euros. À un moment, lorsqu'on a voulu créer une monnaie européenne, eh bien, on a fait plusieurs sondages européens pour savoir quels étaient les héros en commun. Et ce qui avait de désespérant, c'est que les Anglais disaient Shakespeare, les Italiens Dante et les Allemands Goethe. Et donc, il y avait une forme de nationalisme des références que très peu parvenaient à transgresser. Si un seul, Léonard de Vinci. Le problème, c'est qu'il fallait plus d'un billet. Mais c'était le seul qui réussissait à être non seulement célèbre, mais identifiable, reconnaissable dans plusieurs pays européens. C'était une sorte de héros européen avant l'heure. C'est intéressant cette histoire des euros, parce que d'une certaine manière, puisqu'il n'y a pas de visage, puisqu'il n'y a pas d'incarnation, et d'ailleurs c'est peut-être un des problèmes de l'identité européenne, eh bien on a fui le problème avec cette belle abstraction, le pont. Ce sont des ponts. Il s'agit de faire pont d'un pays à l'autre. Belle idée sur le papier, si j'ose dire. Mais justement, ce n'est que de la monnaie de papier. Or, ce qui est remarquable, c'est que lorsque je dis que Léonard de Vinci est le seul héros européen, c'est pas tout à fait vrai, parce que très très loin derrière, on peut trouver Christophe Colomb et Luther. Mais alors, ça me rejoint, ça me ramène à une autre expérience. Votre texte donne Churchill aussi. Pardon ? Votre texte donne Churchill aussi, parce que vous êtes appuyé sur un gros sondage européen. Oui, c'est ça. Mais permettez-moi quand même de retenir ces trois premiers, parce que ça m'arrange du point de vue de l'argumentation. Pourquoi ? Parce que ces trois-là sont nés à 30 ans d'intervalle entre la moitié et la fin du XVe siècle. C'est donc qu'au fond, on reste toujours attaché à cette enfance de l'Europe qui a donné la première impulsion à l'occidentalisation du monde. Ça me ramène d'ailleurs à un premier chantier collectif qui s'appelait l'histoire du monde au XVe siècle, où on trouvait tous ces gens-là, et où, d'une certaine manière, se construisait un rapport au monde qui est celui que tu as dirigé dans la troisième partie, parce qu'effectivement, il y a les mémoires, il y a les Europes, et puis la troisième partie, c'est l'Europe et le monde. Et là, effectivement, on rejoint à la fois la question, je pense, de ce que c'est qu'une identité européenne qui se définit. Il y a un très beau texte dans les livres, c'est le texte de Javier Cercas sur le roman. Et on se rend compte que s'il y a un roman européen, ce n'est pas du tout comme il peut y avoir un roman national. C'est même très exactement le contraire, puisque le roman est, dit Milan Kundera, l'art de l'ambiguïté. Et à ce moment-là, effectivement, on est sur d'autres identifications fictionnelles, et on peut se demander si le grand héros de l'Europe, c'est pas Don Quichotte. Mais dans ce cas-là, effectivement, on s'éloigne du plan de la réalité pour se construire sur des fictions. Mais qu'est-ce qui nous rassemble, sinon des mythes ? Et qu'est-ce que les mythes décrivent, sinon l'énergie de la fiction ? C'est pour ça que je pense que le livre s'achève, dans ce que j'ai compris, dans la troisième partie, sur
architecture qui est inévitablement en archipel. On tente de montrer que l'Europe se joue aussi à Lübeck, à Amsterdam, à Venise, et qu'on a là une histoire qu'on a aussi tenté de décrire dans l'histoire mondiale de la France, qui n'en est pas moins narrative, même si elle n'est pas lisse et continue et homogène. Juste un mot sur l'autre mythe que vous mettez en avant, toujours en lien avec Vinci, puisque c'est l'homme de Vitruve, donc popularisé par Le Corbusier et Manpower, pour les gens de ma génération. Vous dites que c'est le symbole de l'humanisme européen, qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait? Parce que ce qui caractérise l'humanisme, c'est de considérer que l'homme est la mesure de toute chose, et que dessinant un homme tendant les bras dans un carré qui est lui-même circonscrit dans un cercle, eh bien Léonard de Vinci a, je dirais, une fois pour toutes défini cette ambition européenne de clôture et de rapport illimité au monde. De clôture parce qu'il est effectivement inscrit dans le carré qui désigne par définition ce qui ne peut être que délimité, et ce carré est dans un cercle qui définit l'illimité de l'ambition européenne. Et au fond, il me semble que... ah bah tiens, c'est la couverture d'ailleurs, où il y a des carrés, des ronds. Non, mais c'est pas inspiré de l'âme de Vitruve. Très bien. C'est pas Léonard de Vinci qui l'a fait. De toute façon, il n'y a pas de droit sur Léonard de Vinci, donc ça, il n'y a aucun problème, c'est libre de droit. Mais c'est inspiré de quoi? Non, c'est le directeur artistique, Quentin Mitz, qui a fait la couverture. Ben justement, Vous avez un inconscient très vinciste, quoi. Ouais, c'est Europa, c'est plutôt des lettres dans la typo, dans le bloc, il y a écrit Europa. C'est ça. Et c'est justement la puissance de l'abstraction qui est, à mon avis aussi, ce qu'il y a d'attirant dans l'énergie visuelle de la Renaissance, et ce qui fait qu'au fond, encore une fois, quand on cherche des héros fondateurs d'une identité européenne, souvent on en revient à cette enfance de l'Europe. Alors, encore quelques petites questions, puis on va vous ouvrir la parole. Jacob, tout à l'heure, Patrick Boucheron parlait de réparer le monde, hein, le roman qui répare le monde. Réparer le monde dans la Torah, c'est un des premiers principes, qui s'appelle Tikkun Olam, mais évidemment la référence au judaïsme, ça me fait penser au problème majeur que vous avez eu sur le XXe siècle, qui est le duel des mémoires entre Auschwitz et la Colima, entre l'Ouest et l'Est. Comment est-ce que vous avez tranché cette question, parce qu'il paraît qu'il y avait des sensibilités un peu variables là-dessus? Là aussi, c'était pas du tout voulu de trancher un débat, mais plutôt montrer les différentes dimensions aussi que ces débats peuvent avoir en Europe. Et c'est vrai que les débats sur à la fois le rôle d'un côté de la mémoire du génocide et de l'autre mémoire du stalinisme, et un débat qui, jusqu'au Parlement européen et donc jusqu'aux instances politiques de l'Union européenne, a joué un rôle extrêmement important. Mais là-dessus aussi, je crois qu'on aura tort que mettre en avant uniquement les divergences Est-Ouest sur ce genre de questions, parce que en France aussi, et je crois Patrick peut en dire des mots, ces débats peuvent ressurgir aussi dans un contexte franco-français. Et donc je crois que c'est tout à fait important et crucial à la fois montrer à quel point dans certains débats à l'ouest et à l'est, on cherche à instrumentaliser ces genres de questions pour mettre en avant et pour construire des divergences en Europe. Actuellement, les gens qui sont particulièrement forts là-dedans, c'est malheureusement autour du gouvernement polonais actuel, mais on aurait tort de dire que ce sont les Polonais en général
quand on voit les grands débats en Pologne aussi, ça devrait nous rassurer aussi que justement il n'y a pas un clivage clair et net en Europe sur ces questions. Mais ça fait débat, ça montre à quel point il y a débat autour de ces questions en Europe, et c'était évidemment très important le mettre ainsi clairement dans les livres, et c'est pourquoi donc cette première partie avec les brûlures aussi met ça en avant, mais pourquoi aussi dans la deuxième partie d'autres débats qui peuvent paraître plus anecdotiques entre l'Europe du vin, l'Europe de la bière, et d'autres questions qui peuvent faire débat et qui créent des différences et des divergences en Europe ont été mises en avant aussi. Et peut-être juste pour répartir sur quelque chose, une allusion déjà faite par Patrick tout à l'heure, la troisième partie en archipel, j'aime bien cette expression, parce que justement, ce qui m'a orienté au moment quand j'ai essayé à faire une sorte d'ouverture de cette troisième partie pour les lecteurs, pour leur montrer aussi qu'est-ce que pourrait être l'originalité. J'avais en tête justement ces archipels, ces villes portuaires qui étaient marquées par les Européens, partout dans le monde, de Gorée au Sénégal jusqu'à Goa en Inde, mais des lieux marqués par la présence des Européens, par le colonialisme, par l'esclavage, par beaucoup d'éléments qui montrent aussi à quel point l'Europe, à des moments et d'autres, a essayé de dominer le monde, ou a réellement dominé le monde. Il y a encore pas mal de dimensions qui restent l'actualité aujourd'hui. Mais donc, quand on regarde ces endroits-là, au Carthagène des Indes, et quand on regarde et quand on voit à quel point les gens sur place s'approprient cette histoire imposée des Européens et en font une histoire, une mémoire mondiale, parce qu'ils demandent à l'UNESCO à donner le label patrimoine mondial. Ça montre donc comment cette histoire partagée en archipel est devenue une histoire finalement beaucoup plus ouverte que si on regarde dans une sorte d'introspection uniquement au sein du continent européen, les divergences sur lesquelles je parlais et qu'il ne faut naturellement pas négliger. Mais donc ouvrir ainsi et être historien en cartographe et montrer donc à quel point les frontières du continent deviennent en tant que dans les regards d'historien tout à fait pas claires et plutôt des zones de contact, je crois que c'est quelque chose tout à fait intéressant et important, notamment dans un débat où si qu'est-ce que ça veut être, ça pourrait être cette histoire qui nous lie tous à l'Europe. Alors, Patrick Bouchon, j'avais une petite question pour vous sur le chapitre d'Alejandro Barbero, qui est un prof à la fac de Turin, sur la controverse des croisades, pour montrer un peu les alternances dans le temps. Il dit que parfois les croisades ont été vues comme des merveilleuses aventures, parfois comme de la folie criminelle. Et évidemment, comme vous parliez de Le Goff, je vais juste vous lire sa conclusion en 5 lignes et voir comment est-ce qu'on écrit le récit à travers les âges. Il dit: si en 1964, un Jacques Le Goff, encore jeune, pouvait plaisanter sur leur bilan déficitaire, donc des croisades, en déclarant que le seul fruit que l'Europe avait retiré des croisades était l'abricot, un demi-siècle plus tard, force nous est de reconnaître que tout bilan d'expédition se fait à deux et que les croisades ont laissé en héritage à notre époque un fruit empoisonné. Oui, sans doute, Jacques Le Goff, en 1964, avait-il une idée très strictement européenne d'un Occident chrétien qui se confrontait à l'autre par les croisades et qui avait, au-delà
de l'Orient musulman, un horizon onirique, comme il l'appelait, qui était l'océan Indien. C'est en 1964, je crois précisément, qu'il écrit ce grand texte, l'océan Indien, l'horizon onirique de la chrétienté. Ça dit quelque chose, à mon avis, de très important pour nous aujourd'hui encore, et dont toute l'histoire des croisades est au fond l'expression, c'est que c'est une fausse symétrie que de considérer qu'il y a un Occident et qu'il y a un Orient en Europe. Parce que l'Occident limite l'Europe, elle s'arrête, c'est sa butée, nous en savons quelque chose, qui vivons dans le Finistère de l'Eurasie, en France, au bout du bout, alors que l'Europe n'a pas de frontières à l'Est. L'Est est une direction, l'Orient est une direction. C'est ce que Gilbert Dagron décrit magnifiquement bien dans, au fond, ce qu'on oublie un peu, c'est-à-dire l'histoire byzantine comme autre histoire de l'Europe. Et là, on a effectivement une histoire qui s'ouvre, qui s'offre, qui respire en Orient sans qu'on puisse la contenir, et qui n'a pas de frontières selon les moments avant justement la Chine, c'est-à-dire ce grand couloir eurasiatique qui parfois se connecte, parfois se rétracte, mais qui, lorsqu'il se connecte toujours très loin de nous, c'est-à-dire plutôt autour de l'océan Indien. Alors effectivement, Jacob, vous disiez au départ, et ça me paraît important, qu'il y a une archéologie de ce projet, qu'elle est, disons, plutôt mémorielle et franco-allemande. Donc cette Europe est quand même essentiellement une Europe occidentale, hein, et ça c'est pas une critique, c'est votre point de vue. Mais aujourd'hui, évidemment, on pourrait faire non pas une histoire de l'Europe centrale, mais une histoire centrale de l'Europe, c'est-à-dire à partir justement de ce cœur qui est un cœur incertain, qui est un cœur plus eurasiatique qu'européen, et dont il faut bien comprendre que, même y compris regarder du point de vue juridique, on ne parle que du droit romain et de la common law, enfin, il y avait un droit à Byzance. Et ne pas le comprendre, c'est se condamner à ne rien comprendre de la politique russe aujourd'hui. Il y a un monde orthodoxe. Et voyez notre faible connaissance de cette réalité orientale de l'Europe aujourd'hui. On s'indigne de voir effectivement des alliances entre la Grèce, la Bulgarie, la Russie, et on ne comprend pas au fond qu'il y a là le rejeu d'une histoire que justement que les vues de Hongrie on appelle justement les trois Europes, c'est-à-dire la constitution incertaine au cœur du continent d'une Europe grecque, d'une Europe latine et d'une Europe arabo-musulmane, parce que, pardon, mais c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt à parler d'un Orient musulman quand l'essentiel, le cœur battant de l'islam est en Occident, c'est-à-dire au Maroc, en Andalousie, et donc constitue effectivement notre histoire. Alors, si vous voulez, un tout petit mot en réponse là-dessus, et après, pour ouvrir le débat avec la salle, je voudrais qu'on sorte d'Europe, puisque dans votre introduction à Mémoire Monde, vous dites c'est toujours quand on voyage hors du continent qu'on se découvre européen, et du coup nous dire un petit mot du chapitre sur Hollywood, la fabrique des souvenirs avec l'Europe, de Bruce Cowin. Je crois qu'on peut très bien, en quelque sorte, papillonner sur cette troisième partie et pas simplement évoquer la thématique de Hollywood, mais aussi les débats autour des Christophe Colomb, autour d'autres entrées. Il y a un magnifique article
par exemple de notre ami et collègue Kiyoshi Nishiyama, qui est un des directeurs de la première partie du livre, qui décrit donc comment les débats sur l'Europe ou sur les contacts du Japon avec l'Europe est rentré, disons, au cœur même de la façon comment au Japon on va se définir japonais aujourd'hui. Et donc on voit aussi ces sortes de réappropriations de l'histoire européenne qui sont complètement en dehors du cadre de ce qu'on aurait appelé classiquement une histoire de l'Europe. Ou bien l'article sur Dakar et les différents strates de la mémoire précoloniale, coloniale, postcoloniale. À Dakar, un article de Mamoudou Diouf, et donc des articles qui ouvrent ainsi, en quelque sorte, en archipel aussi, qui montrent donc l'étendue de cet espace couvert par l'histoire européenne qu'on ne peut pas décrire ou cartographier ici complètement, mais dont on donne donc quelques archipels ainsi aux lecteurs pour constituer eux-mêmes ces ouvertures. Et je crois que ainsi donc on montre à travers cette troisième partie à quel point donc cette histoire européenne est tellement riche aussi quand on ouvre le regard pour se déambuler un peu dans le monde, pour retrouver aussi donc ces entrelacements avec l'histoire indienne, avec l'histoire africaine, l'histoire asiatique. D'ailleurs, notre dernier article qui clôt le livre Sanjay Subrahmanyam montre à quel point donc justement ces regards sur l'Europe et toujours aussi un regard des autres sur l'Europe. Et donc si les Européens ont en quelque sorte inventé une entité, l'Asie, que les Asiatiques eux-mêmes n'auraient jamais l'idée de mettre ensemble, en même temps, ce qui est très intéressant, et pour ça l'article de Sanjay est parfaitement intéressant pour nous renvoyer donc notre regard et montrer à quel point donc cette histoire de l'Europe s'est fait aussi ailleurs, s'écrit ailleurs et avec le regard des autres. Et je crois que ça c'est quand même une importance particulière, notamment quand on est tellement obsédé parfois par les querelles de nombril sur bon, qu'est-ce que ça veut dire être français ou qu'est-ce que ça veut dire être européen. Regarder ailleurs et voir à quel point les visions divergent. Je crois que c'est toujours très utile aussi pour devenir plus humble et comprendre davantage que on a encore plein de choses à découvrir quand on est historien. Alors merci beaucoup à tous les deux. On n'a pas eu le temps d'aborder tous les chapitres, mais de toute façon, comme vous allez tous l'acheter, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions? Donc levez la main, pour la vidéo je les répéterai. Mais... L'Europe d'aujourd'hui a un projet politique, est un projet politique administratif qui se permet donc de mettre à l'écart les appartenances d'autres types. On négocie l'appartenance par des réglementations et les ajustements administratifs. Et ma question est, de toute façon, ce projet politique, même avec toutes ses limites d'exclusion, est un projet qui est extrêmement intéressant, mais qu'on n'arrive pas à exporter ailleurs. Est-ce que c'est à cause de nos mémoires et de ce que nous sommes que ce projet politique a été possible et il n'y a pas de répercussions dans d'autres continents? Il n'y a aucun continent où, par exemple, il y a des transferts des fonds
sans intérêt ou gratuitement pour aider une certaine cohésion entre les territoires, etc. Est-ce que c'est lié à la mémoire, ce projet d'aujourd'hui Alors, est-ce que vous voyez dans le projet européen actuel une résultante du fait que nos mémoires sont trop diverses et du coup nous obligent à nous concentrer uniquement sur du technique et du technocratique, ou est-ce qu'on peut l'envisager Non, je n'ai pas demandé ça. je l'ai biaisé, je sentais bien que je l'avais biaisé. Mais c'est un... Oui, pourquoi est-ce qu'elle ne s'exporte pas? Pardon. C'était la première partie qui m'avait bloqué. Donc Je trouve ça très intéressant ce que vous dites. Bien sûr, disons, dans le discours sur la construction européenne, les recours à l'histoire, et notamment donc ces brûlures du passé, aller vite, de la première moitié du XXe siècle, a toujours joué un rôle primordial. Et donc, votre hypothèse que c'est la raison pourquoi on ne pourrait pas si facilement exporter cette idée pareille. Il faut déjà nuancer. Il y a dans différents moments des 20-30 dernières années eu au moins plusieurs tentatives à transposer le projet européen aussi dans d'autres contextes. Ça n'a pas abouti à quelque chose qui soit comparable à l'Union européenne, mais quand même, on voit à des degrés divers comment ces tentatives ont été portées par des gens, toujours avec cette référence européenne. Mais il faut en même temps dire aussi que cette tentative de construire cette Europe administrative, et c'est peut-être là où vous venez un peu cette erreur tout à l'heure, cette complexité de cette entreprise, elle est là et elle est très intéressante, mais elle n'est pas du tout la seule façon et la seule possibilité de définir l'Europe. Et je crois qu'on a tort de suivre trop souvent ces discours habituels qui sont reliés après par le comité Nobel, par exemple, ou d'autres instances, pour ne pas dire Bruxelles aussi, pour montrer la multiplicité déjà des définitions de ce que peut être un projet européen. Quand vous voyez, par exemple, que l'Eurovision de la chanson construit comme projet européen, il est fort différent du projet politique bruxellois. C'est bien sûr un peu là pour montrer aussi d'autres dimensions, mais pour ne pas parler du foot et d'autres, mais montrer quand même comment on a, à mon avis, tort trop identifié et uniquement identifié les projets bruxellois avec l'idée européenne tout court. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas très intéressant, et on a d'ailleurs un très intéressant article sur Bruxelles comme une sorte de problème et problème pour les historiens qui veulent écrire une histoire de ce projet européen. Monsieur. Un petit peu dans le même sens, si vous voulez. Moi, il me semble que dans l'histoire... Oui. Il y a quelque chose quand même de fondamental dans l'identité européenne qui se construit aujourd'hui. Pour moi, il y a deux éléments essentiels qui sont vraiment des choses très fortes. L'une, c'est la réconciliation. La réconciliation, donc ça veut dire un travail de mémoire et de reprise de cette mémoire pour en faire quelque chose de positif. Et l'autre, c'est la solidarité. Et ça, c'est vrai, bon, ce que disait ma voisine juste à un instant, cette solidarité gratuite qui est entre les États. Et ça, c'est deux éléments forts qui ne concernent pas seulement l'Europe, qui concernent le monde. Et ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est notre incapacité sur des valeurs aussi fortes, je ne dirais pas des exporter, mais d'aller au-delà de nos frontières.
Et tout le problème se pose de réconciliation avec nos anciennes colonies et aussi de la solidarité. Aujourd'hui, on est confronté au problème des réfugiés, donc sous un point de vue de défense, hein, on ne sait pas qu'en faire, mais derrière, il y a un problème de solidarité. De même que je connais bien les pays du Sud qui ont bénéficié des aides européennes, comme le Portugal, où j'ai vécu longtemps, et on a bien vu à quel point cette solidarité avait été importante pour sortir de pays qui sortent du fascisme, hein, et se retrouver finalement sur des paramètres qui sont effectivement une identité commune. Mais on n'est pas allé au-delà. Et c'est malheureux de voir ça, de voir que, par exemple, sur toute la frontière sud de la Méditerranée, on n'a pas été capable. Et ça, vraiment, je pense que c'est une question cruciale d'aujourd'hui, et c'est un problème politique qui, malheureusement, n'est pas dans le débat. Moi, j'entends des discussions sur la question des réfugiés, on n'aborde jamais cette question qui est pourtant fondamentale. On peut dire effectivement que il s'agit moins de décrire l'Europe confrontée à la crise des migrants que les migrants victimes d'une crise européenne, d'une crise de l'Europe incapable effectivement d'européaniser le problème de l'accueil. Et de ce point de vue-là, moi je vous rejoins. Il y a là sans doute une question qui est la question de la perception de l'espace européen et de son rapport aux autres, c'est-à-dire ce qui fait l'objet de la troisième partie de Europa Notre Histoire, qui est une partie difficile. Et je pense que la valeur de ce projet, c'est sa sincérité. On n'écrit pas des livres pour faire l'histoire, pour faire l'Europe. On n'écrit pas des livres pour réparer le monde. On écrit des livres pour d'abord alimenter le débat, pour produire des savoirs qui sont socialement partageables et au fond pour donner à un moment donné une représentation qu'on espère juste d'un état de réalité. Je suis quand même étonné en vous écoutant combien au fond on peine à sortir de cette obsession mémorielle dont on a quand même pourtant diagnostiqué la manière dont elle poisse notre contemporanéité, dont elle nous encombre, dont elle nous empoisonne, et pourtant, au fond, on y revient sans cesse. Pierre Monet, qui a raté son train, mais qui devait être avec nous, qui est un des coordinateurs de Europa Notre Histoire, qui était coordinateur aussi du livre que j'avais dirigé, l'histoire du monde au XVe siècle, et qui a même été contributeur de l'histoire mondiale de la France. Donc c'est une sorte d'homme orchestre, qui par ailleurs est un infatigable défenseur du dialogue franco-allemand, aurait pu vous expliquer comment, au fond, par exemple, le beau projet, noble, d'un manuel scolaire franco-allemand avait achoppé, parce que c'est ça, que les livres, ils sont intéressants là où ils butent, là où ils bloquent, là où ils échouent même, il y a toujours un moment où ça s'arrête. Et le manuel franco-allemand, ses difficultés n'étaient pas là où on le croit. Les collègues français et allemands n'avaient pas beaucoup de difficultés à s'accorder sur les chapitres sur la Seconde Guerre mondiale. En revanche, ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur le Moyen-Âge. En revanche, ils étaient incapables de produire un discours commun sur l'État social, sur Bismarck à la fin du XIXe siècle. Parce que Bismarck, de part et d'autre du Rhin, c'est pas du tout la même histoire, et précisément parce que sur ce sujet-là, on se surveille moins que sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, effectivement, disons, le point de vue national accourt de manière plus libérée. C'est assez intéressant parce qu'il faut quand même considérer que, bien sûr, qu'il y a des blessures de la mémoire européenne, mais que les plus brûlantes ne sont pas forcément les plus handicapantes. Moi, médiéviste, je peux vous dire que les plus grandes difficultés qu'on a eues dans une entreprise collective que j'ai menée avec Jean-Philippe Genet, qui a duré 30 ans, d'une histoire européenne, par exemple, c'était avec l'Angleterre. Le grand autre, le vrai exotisme, c'est l'Angleterre. Pour mettre, ne serait-ce que de faire une histoire
franco-anglaise, on n'y arrive pas. On n'y arrive simplement pas. Et ce sont des chapitres en regard, qui se regardent en chien de faïence. Donc, c'est intéressant aussi, ce genre d'entreprise, parce que ça vaut symptôme à un moment donné. Au fond, ça donne des nouvelles de nous. Notre histoire, c'est celle que l'on a à vivre aujourd'hui. Et au fond, ça ne bute pas toujours là où on croit. Avec Google, si vous voulez dire un tout petit mot de conclusion, mais là sinon on me fait signe qu'on va m'arracher la gorge. Mais... Je ne sais pas si c'est une belle conclusion, mais je crois qu'un moment qu'on a évoqué très rapidement, mais qui est certainement aussi un des questions brûlantes et qu'on voit aussi à travers vos questions, c'est tous les chapitres de la colonisation. Et quand on regarde l'article fait par nos collègues là-dessus, on sent bien à quel point c'est une question qui reste vraiment brûlante dans nos pages, mais en même temps aussi, et je crois là, pour cela, le livre est là aussi pour déplacer un peu les regards et sortir un peu des, disons, sentiers battus, des débats qu'on a, par exemple, en France, autour de la colonisation. Quand on regarde, par exemple, comment ces questions sont débattues ailleurs aussi, on découvre d'autres éléments. J'ai parlé tout à l'heure sur la question la façon comment ces anciennes villes coloniales sont devenues patrimoine de l'humanité. Et je crois que avec ces genres de décentrement, on peut aussi peut-être un peu sortir des débats que nous avons habituellement sur les brûlures du passé et finalement donc aussi sortir de cette obsession mémorielle dont tu as parlé tout à l'heure. Donc je crois, bon, bien sûr, le livre ne résout pas tous les problèmes, mais il pourrait être un tremplin peut-être pour justement alimenter encore un autre débat qu'on ne fera pas ce soir. Non, mais qu'on fera la prochaine fois. Merci infiniment à tous les deux. Merci pour votre invitation de nous rendre.